100 € par mois, c'est ce que je paye en streaming. J'ai calculé ce matin. Quand Netflix est arrivé, je payais 8 €. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Déjà, les services se sont multipliés. J'ai Netflix, Disney+, Canal, Apple TV+, Prime Video. Mais surtout, tous les prix ont augmenté. Il y a 10 ans, Netflix débarquait à 7,99 €. Aujourd'hui, la formule standard est à 14,99 €. Pour avoir de la 4K, on dépasse les 20 €. Mais c'est pas les seuls. Disney+ a doublé son prix d'entrée en 4 ans. Apple TV+ a doublé aussi. Le schéma est le même partout, dans le même timing. L'inflation ne peut pas expliquer les hausses de 50 à 100% qu'on observe. Quelque chose de plus opaque se cache derrière ces augmentations. Et on peut l'observer dans les comptes de Netflix. Entre 2011 et 2019, Netflix a levé près de 18 milliards de dollars de dettes, tout en perdant de l'argent chaque année. Comment une entreprise survit-elle 10 ans en brûlant des billets ? C'est simple. Quelqu'un payé à votre place. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment Netflix vous a piégé en 3 étapes, avec une mécanique économique opaque. Pendant 15 ans, des investisseurs ont financé vos soirées Netflix, mais maintenant c'est à votre tour de payer. Et vous n'avez pas vraiment d'alternative. Respirez une seconde. L'air qui vient d'entrer dans vos poumons est probablement toxique. Le truc qu'on dit rarement sur la pollution, c'est qu'elle n'est pas uniquement dehors. L'air de votre salon est 2 à 5 fois plus toxique que celui de la rue. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est logique. Vos meubles relâchent des composés organiques. Vos produits ménagers laissent des résidus chimiques. Votre cuisine produit du dioxyde d'azote. Et c'est dans cet environnement qu'on passe 90% de notre temps. En période de canicule, ça empire. La chaleur accélère les réactions chimiques et encore plus de particules fines nocives flottent dans votre salon. Et le Dyson Cool PC2 peut les neutraliser. Regardez juste quand je fais à manger. Ces capteurs détectent la dégradation de l'air, je peux vérifier sa qualité sur l'application My Dyson et lancer la purification en un clic. Le filtre EPA H13 capture 99,95% des particules invisibles à l'œil nu, il absorbe aussi 50% de dioxyde d'azote en plus que l'ancienne version et il détruit le formaldéhyde en continu, la substance cancérigène qui se cache dans nos meubles. Ces 290 litres d'air par seconde renouvellent l'air en quelques minutes, ce flux peut être dirigé sur moi quand il fait 30 degrés ou à l'arrière de l'appareil le reste de l'année pour purifier sans créer de courant d'air. Et pour bien dormir, le mode nuit est 50% plus silencieux qu'avant. Le lien du Dyson PC2 est en description, merci à Dyson de sponsoriser cette vidéo. Comment brûler 18 milliards en 10 ans et survivre quand même ? Netflix a profité d'une anomalie économique historique, la chute de Lehman Brothers. En 2008, Lehman Brothers, une des plus grosses banques d'investissement américaines, fait faillite. Le problème, c'est que cette banque était connectée à tout le système financier mondial. Quand elle s'effondre, c'est l'effet domino. En quelques heures, la panique s'empare des banques. Plus personne n'ose prêter à personne et l'économie mondiale se fige. Le système financier est en arrêt cardiaque. Pour le relancer, la Fed, la Réserve fédérale américaine, fait quelque chose d'extrême. Elle baisse son taux directeur à quasiment 0. Du jour au lendemain, emprunter coûte quasiment rien. Résultat, Wall Street nage dans l'argent gratuit et cherche désespérément où l'investir. En 2008, Netflix, c'est une boîte qui loue des DVD par courrier et qui fait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est beaucoup. Le problème, c'est qu'avec tous les frais d'expédition, les entrepôts, les DVD perdus, ils gagnent pas grand-chose. Pour 1 milliard de revenus, ils ne gagnent que 50 millions de dollars. Mais Reed Hastings, le PDG, a une vision, remplacer les DVD par le streaming. Le problème, c'est que ça coûte une fortune. Il faut construire l'infrastructure, développer les algorithmes de recommandation et surtout acheter des milliers de licences de films et de séries. Bref, Netflix a besoin de capital, beaucoup de capital. Alors Reed Hastings se pointe devant des investisseurs qui dorment sur des montagnes de cash avec une proposition simple. Donnez-nous de l'argent, on va tuer la télé. Les investisseurs disent OK parce qu'avec des taux à zéro, garder du cash ne rapporte rien. Mieux vaut parier sur une entreprise qui pourrait devenir le prochain Google, même si ça signifie perdre de l'argent pendant des années. Donc jackpot, Netflix se retrouve dans un vidéoclub géant avec une carte bancaire sans plafond. Et ils remplissent leur caddie. Ils achètent les droits de Mad Men pour 75 millions. Star Trek, 120 millions. 100 millions pour produire House of Cards. Et tout ça, ils le vendent pour 7,99 $ par mois. Face aux plus 50 $ des bouquets américains, Netflix ne fait pas de concurrence, il la mitraille. Pendant 10 ans, cette machine va tourner. Plus Netflix dépense, plus il attire d'abonnés, plus sa valorisation explose, plus il peut emprunter. C'est la première étape du piège. Vous habituez à un service impossible. Impossible parce qu'en 2018, Netflix vaut 140 milliards en bourse alors qu'il perd encore 3 milliards de cash sur l'année. Les investisseurs ont littéralement payé vos soirées Netflix. Du point de vue du consommateur, c'était un deal impossible à refuser. Pour 8 €, vous n'aviez jamais vu autant de contenu. C'était une révolution. Et cette tactique fonctionne si bien que d'autres géants veulent leur part du gâteau. Amazon, HBO, Disney, tous débarquent avec la même recette. Des prix cassés, du contenu premium et des pertes astronomiques. Parce que pour rivaliser, ils brûlent des fortunes. Netflix dépense 13 millions de dollars pour un épisode de The Crown. Amazon riposte avec 58 millions par épisode pour The Rings of Power. En quelques années, le coût d'un épisode est passé de 3 millions à 50 millions pour les productions les plus ambitieuses. C'est l'équivalent d'un blockbuster hollywoodien pour un épisode. Ça, c'est la deuxième étape du piège. Quand vous vous habituez à Stranger Things, The Crown et Squid Game, vous ne pouvez plus partir.
Parce que Netflix a compris quelque chose de génial et de terrible. Ils ont transformé vos séries préférées en otages émotionnels. Mais en 2022, la fête s'arrête. Face au retour de l'inflation mondiale, la Réserve fédérale américaine augmente ses taux d'intérêt d'environ 0,25% à plus de 5% en seulement 16 mois. L'argent gratuit qui a lancé Netflix disparaît brutalement. À ce moment-là, les mêmes investisseurs qui fermaient les yeux sur les pertes exigent maintenant de la rentabilité. Mais quand ils ouvrent les bilans, c'est pas gagné. Netflix a 15 milliards de dettes. Disney+ perd 4 milliards par an. C'est-à-dire que Mickey brûle 11 millions de dollars chaque jour de l'année. Alors les actions s'effondrent. Disney chute de 48%, Warner de 63%, Netflix de 76%. Il faut qu'elle fasse de l'argent, et vite. Alors elle se tourne vers la source de revenus la plus immédiate, leurs clients. On arrive à l'étape 3, vous faire payer le vrai prix du streaming. 2023-2024 devient la période des hausses de prix massives. Netflix augmente ses tarifs de 25%, par petites hausses répétées, suffisamment espacées pour éviter un tollé, mais suffisamment fréquentes pour rattraper rapidement le retard tarifaire. En 2 ans, l'abonnement standard passe de 11,99€ à 14,99€. Disney+ suit la même recette, mais avec moins de subtilité. Après avoir attiré les familles à 6,99€ en 2019, ils assument un doublement tarifaire en 5 ans, pour atteindre 13,99€. Amazon choisit une approche moins assumée. Prime Video reste techniquement gratuit dans l'abonnement Prime, mais ils augmentent l'abonnement de 43%. Et ils ajoutent de la pub. Là-dessus, toutes les autres plateformes vont suivre. Netflix lance son offre avec pub fin 2022, Disney+ ajoute la publicité en 2023. Ce qui est assez ironique, car c'était un des arguments principaux du streaming face à la télé traditionnelle. C'est pas la seule chose sur laquelle ils sont revenus. Pendant des années, Netflix encourageait aussi le partage de comptes. Le compte officiel avait même tweeté « L'amour, c'est partager son mot de passe ». Ils encourageaient la pratique pour gonfler leurs audiences. Mais depuis 2023, ils facturent 5,99€ par membre supplémentaire qui se connecte depuis un autre foyer. Au début, il y a eu un pic de résiliation, mais la stratégie a fonctionné. Les nouvelles souscriptions ont dépassé les départs. Ils ont monétisé une tolérance qu'ils avaient eux-mêmes encouragée. Netflix a sauvé ses comptes en faisant exactement ce que le streaming promettait d'éviter. Publicité, forfait groupé et fonctionnalités payantes. Le streaming n'a pas tué la télé, il l'a juste éclaté en morceaux pour mieux le reconstituer. Parce que le modèle économique qu'ils ont utilisé pour le tuer était une illusion dès le départ. Le bilan, c'est que vous payez maintenant 50€ là où vous en dépensiez 20 pour moins de contenu. Parce que pendant qu'ils augmentaient leur prix, les plateformes ont aussi fragmenté leur catalogue. Friends a quitté Netflix pour rejoindre Warner. The Office est parti chez NBC Universal. Et Disney a récupéré les Marvel. Le rêve d'un Netflix universel à 7,99€ s'est évaporé. Vous devez maintenant cumuler 4 ou 5 abonnements pour reconstituer ce que vous aviez avant dans un seul. Le streaming a recréé l'exact problème qu'il prétendait résoudre. Payer une fortune pour du contenu éparpillé entre plusieurs fournisseurs. Et c'est une réussite commerciale. Depuis la montée des prix, Netflix a généré près de 7 milliards de dollars de bénéfices en 2024. Disney+ a atteint sa première rentabilité la même année et Amazon Prime Video génère aujourd'hui 1,8 milliard de revenus publicitaires. Ils ont réussi exactement ce qu'ils avaient prévu. Vous habituer à un service premium financé par la dette, puis vous faire payer le vrai prix. Mais Netflix n'est pas le méchant de l'histoire. J'adore Netflix. C'est juste le symptôme d'un système économique plus large. Uber a vendu des courses à perte pendant des années, financées par des milliards d'investissements pour tuer les taxis. Amazon a vendu des livres sans marge pendant une décennie pour éliminer les librairies. Dans l'économie moderne, la première dose est gratuite. Le streaming n'est pas une anomalie, c'est la norme, mais avec une différence majeure. Quand Uber augmente ses prix, vous pouvez reprendre le métro. Quand Amazon devient trop cher, vous pouvez aller à la Fnac. Dans ces marchés, l'alternative existe. Si le prix dépasse votre tolérance, vous changez de fournisseur. La concurrence oblige le leader à revoir ses tarifs, c'est le principe de base du capitalisme. Dans le streaming, c'est l'inverse qui se produit, parce que chaque plateforme détient l'exclusivité juridique de ses contenus. Netflix a Stranger Things, Disney a Marvel, Amazon a The Boys, Apple a Severance, HBO a The Last of Us. Cette exclusivité n'est pas juste technique, c'est un verrou légal. Netflix possède les droits mondiaux de Stranger Things, aucun concurrent ne peut légalement vous proposer cette série. Résultat, au lieu d'avoir 5 entreprises qui se battent pour baisser leur prix, vous avez 5 monopoles qui peuvent tous augmenter parce qu'ils savent que les contenus exclusifs pour lesquels ils ont payé cher retiennent une partie de leurs abonnés. Et les chiffres confirment cette stratégie. Une étude américaine estime que Netflix a un taux de désabonnement mensuel inférieur à 3%. Et la moitié des clients qui avaient résilié en 2023 sont revenus en 6 mois. Parce que partir, c'est s'exclure socialement. Rater la prochaine saison de Stranger Things, c'est sortir de la conversation culturelle. Cette structure de marché, elle était prévisible dès le départ. Tant que l'argent gratuit coulait, les plateformes pouvaient prétendre offrir tout le contenu du monde pour 8€, mais dès que les taux d'intérêt sont remontés, chacun a dû rentabiliser ses exclusivités. La multiplication des plateformes n'a pas créé plus de choix, elle a fragmenté l'offre. Vous pensiez avoir plus d'options, vous avez juste plus de factures. Netflix a révolutionné la distribution et nos usages. L'innovation est réelle, mais son économie était truquée. Délibérément conçue en 2 temps, d'abord des prix impossibles pour vous rendre dépendant, puis la montée méthodique une fois l'habitude créée. La révolution du streaming a été une gigantesque opération de crédit à la consommation. Les investisseurs qui ont financé vos soirées Netflix veulent récupérer leur mise. Les miracles économiques n'existent pas. Il n'y a que des dettes qu'on n'a pas encore payées. Merci à tous, merci à Dyson. C'était Léo Duff.